Bien, bonjour et merci de m'avoir encore une fois invité sur un sujet sur lequel je pourrais penser que vous en avez assez de m'entendre. Je suis venu en 2011 au colloque du Sénat. J'avais fait une intervention sur les émeutes et les images des émeutes. On était dans une année un peu perturbée, mais loin d'ici, plus loin d'ici qu'en 2012, quand je suis revenu, où j'avais fait une conférence dans ce bâtiment avec un petit carré rouge, la tanière qu'on m'avait donné tout de suite quand j'étais arrivé. Et avec d'autres militants, voilà. Professeurs, des carrés rouges et des carrés rouges plein la salle. Et là, l'objet de la conférence, c'était en fait, il s'est passé quelque chose en 2011. L'année 2011 était passée. Est-ce que ça marque un temps important dans ce cycle d'émeutes que j'avais identifié et que je continue à observer? Et aujourd'hui, je me suis proposé d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé depuis 2011. Alors, je vais être obligé de revenir un petit peu sur les deux points, les émeutes et 2011, avant de réfléchir sur ce qui s'est passé depuis lors. Ça fait déjà quelques années que, effectivement, j'observe tous les matins, grâce à Internet, les lieux, les moments, les raisons pour lesquelles les gens affrontent les forces de l'ordre, les forces de police ou les États, ou s'affrontent entre eux d'ailleurs dans le monde. Et je suis quelques années, c'est-à-dire ça fait depuis 2006 en réalité, et j'ai été année après année impressionné de la montée du phénomène émeutier à travers le monde, avec cette particularité que le même répertoire était utilisé, mobilisé par souvent des foules assez jeunes, dans des situations assez récurrentes d'un bout à l'autre de la planète, et quel que soit le régime politique. C'est-à-dire qu'il y avait une situation d'affrontement et d'absence d'interlocution sur des questions récurrentes comme la mort d'un jeune, on pourrait y revenir, mais aussi des mobilisations sociales classiques qui tournaient à l'affrontement, mais aussi des mobilisations universitaires. Et il semblait qu'il y a eu une tradition démocratique ou non dans le pays concerné, ne changeait pas grand-chose, et que, en tout cas, visiblement, les modes habituels au 19e et surtout au 20e siècle de négociation, d'interlocution avec les pouvoirs pour essayer de résoudre des situations de conflit, ou par la négociation, ou par une résolution pacifique et électorale, tout ça ne fonctionnait plus, et que ne pouvant plus dire les choses faute d'interlocuteurs, on se mettait de plus en plus à faire un certain nombre de gestes symboliques, plutôt violents, qui étaient en eux-mêmes un langage. Avec ceci de particulier qui m'a toujours frappé lorsque j'ai assisté, peu de fois, mais quelques fois quand même, à ce type d'événement, cette mise en danger de soi. C'est-à-dire que quand on parle des émeutes, on parle toujours de la violence provoquée par les émeutiers. Je pense que quand on a assisté à ce genre d'événement, on ne peut être que frappé par le danger les risques considérables que prennent des gens inorganisés pour la plupart, risques physiques, risques judiciaires, qu'ils connaissent parfaitement, et dans un moment où il y a une sorte d'espèce d'oubli complet du danger, enfin d'oubli subjectif en tout cas, raisonnablement on sait qu'on prend des risques, mais on les prend quand même parce qu'il n'est pas possible de faire autrement. Voilà. Alors vous voyez là, les cartes, j'ai cessé de faire des cartes en 2009 parce que au-delà de 600 événements par an, ça commençait à... Je n'avais plus les compétences informatiques nécessaires pour faire des cartes qui soient lisibles. Mais voilà, ce phénomène m'a donc amené à l'idée que nous étions devant un véritable tournant, parce que les années passaient et le nombre augmentait sans cesse, et l'extension aussi, devant un phénomène de fin de cycle politique
et que le cycle politique du 19e, 20e siècle, qui était celui de la représentation politique, qu'elle soit démocratique ou non, et de la résolution au sein de l'État de tensions sociales ou de conflits sociaux, avec des acteurs sociaux bien identifiés, ce cycle-là était clos, qu'autre chose était en train de se chercher, qu'on allait peut-être voir à un moment donné. J'aurais dû être attentif quand même à l'accélération du nombre d'émeutes dans l'année 2010, avec l'augmentation régulière du nombre de pays en même temps d'une année sur l'autre. C'est pas toujours exactement les mêmes pays, donc au bout du compte, je n'ai pas fait le compte, mais il ne doit pas y avoir beaucoup d'États dans lesquels il ne se soit rien passé depuis lors. Donc, vous voyez, c'est parfois impossible à localiser. J'ai déjà fait remarquer, c'est un exercice auquel je me livre des fois avec les étudiants, je leur montre des photos, et alors c'est... Voilà. Bon, si on regarde bien les voitures en haut, on voit que c'est des voitures chinoises, mais c'est pas évident comme ça. Au premier abord, le répertoire est véritablement le même. Et donc l'accélération, elle est bien sûr visible dans cette année sur laquelle nous allons revenir, qui est tout à fait particulière, qui est l'année 2011, avec des... Là, vous voyez, il y a des images qui viennent d'Italie, en haut, du Pérou, du Sénégal, tout en bas des Philippines, juste à côté c'est en Inde, et encore les deux voitures c'est encore en Chine. Donc cette année 2011, qui a, vous voyez, on est passé, 2009 il y avait environ 500 émeutes, 2010 1200, 2011 on a dépassé, on est autour de 2800. Cette année 2011, elle nous a tous marqués parce qu'il y a un certain nombre d'événements mondiaux concomitants qui nous ont fait sortir de cette multiplication des situations d'affrontement, et du sens a été donné à ces mobilisations autrement que par des gestes d'affrontement, mais aussi par des gestes de rassemblement, ou par des mots, ou par des revendications, et avec des conséquences tout à fait importantes, au point que le journal Time avait fait du protesteur la personnalité politique, personnalité de l'année 2011, et avait donné d'ailleurs l'image à faire à un graphiste célèbre qui est Obey, Shepard Fairey, qui est un graphiste californien, qui a réussi à faire une sorte d'image générique du protesteur. En fait, la jeune femme qui a servi de modèle est californienne, mais les couleurs font plutôt penser à l'Afrique du Nord. Et puis si vous regardez bien, mais ça je l'ai remarqué il n'y a pas longtemps, hein, c'est un collègue qui me l'a fait remarquer, ici il y a le masque des Anonymous. Que s'est-il donc passé dans cette année 2011 ? Trois événements forts qui sont reliés l'un à l'autre, mais qu'il faut bien identifier. C'est-à-dire, ce qui commence, c'est ce qu'on a appelé le printemps arabe, et en réalité, essentiellement, les deux mobilisations de Tunisie, décembre, janvier, et d'Égypte, janvier, février, celles qui ont véritablement ébranlé, à elles toutes seules et sans intervention étrangère, par la suite, les États en place. Ces mobilisations commencent en Tunisie comme une émeute. Je rappelle, c'est la mort de Mohamed Bouazizi en décembre 2010, dans une confrontation avec la police. Alors c'est lui qui a mis fin à ses jours, mais après avoir été humilié et après s'être fait confisquer son matériel de vente à la sauvette, et ça commence comme une émeute autour de la mort d'un jeune, comme maintenant on verra des chiffres tout à l'heure. Sauf que là ça prend une autre tournure, que d'autres jeunes, que les jeunes des quartiers populaires se sont mis dans la rue pour protester contre cette mort, que d'autres générations s'y sont mis. En 3 semaines, c'est le gouvernement de Ben Ali qui a sauté. Cette dynamique-là a amené dans un pays non loin, pas tout à fait voisin, à la dynamique contre Moubarak en Égypte, avec l'occupation de la place Tahrir. Donc on passe là
de mobilisations qui sont dans le prolongement de la mobilisation émeutière des années précédentes, mais qui prennent une ampleur nationale, qui fédèrent beaucoup plus du point de vue social et générationnel, et qui ont des conséquences sur les gouvernements et sur la nature des gouvernements, puisque dans les deux cas, le gouvernement est tombé. C'est dans cette dynamique-là qu'à partir du mois de mai, le répertoire de l'occupation des places qui avait commencé boulevard Bourguiba à Tunis ou place Tahrir au Caire a été repris à Puerta del Sol en Espagne ou place Sintagma à Athènes. C'est ce qu'on a appelé, je ne sais pas si ça a été aussi utilisé ici, mais en tout cas en France, les indignés, à cause du nom du titre du livre, mais c'est un mouvement sur la démocratie réelle et qui reprend le répertoire du printemps arabe, mais qui en même temps s'adresse au gouvernement un peu de la même façon, c'est-à-dire on remet en cause les choix fondamentaux et la structure même qui amène à des décisions gouvernementales, la nature de l'État et la corruption de la politique, c'est un des premiers points de la charte du mouvement, mais sans pour autant se proposer de les remplacer. Il n'y a pas de stratégie de pouvoir, de la même façon qu'il n'y en avait pas non plus en Tunisie ou en Égypte. Donc ça, c'est le mois de mai. Et le même répertoire traverse l'Atlantique au mois d'octobre avec le mouvement occupant. Donc on a quelque chose de mondial qui inscrit un nouveau répertoire dans le paysage qui est celui de l'occupation des places, qui établit un rapport qui reste un rapport à distance de l'État, même si on réclame des choses à l'État, on pose des exigences, mais on n'est pas là pour essayer de prendre l'État, dans les trois cas. Voilà quelque chose qui identifie bien cette année 2011 et dont on voit bien qu'il y a eu des suites. Alors, lesquelles? La première des suites, elle est un petit peu paradoxale, parce que je suis historien de formation, donc j'ai réfléchi, j'ai regardé les périodes de généralisation des événements d'affrontement dans le passé pour voir comment ça avait pu fonctionner. Et c'est vrai que on identifie assez facilement tous les demi-siècles à peu près depuis le XVIIIe siècle, des grands moments d'affrontement relativement large, un pays, plusieurs pays, un continent, le monde entier, c'est de plus en plus large, entre la fin du XVIIIe, le milieu du XIXe, le début du XXe, le milieu du XXe, Révolution française américaine, le printemps des peuples, le mouvement bolchevique, 68, et on arrive un demi-siècle après. Bon, mais sauf que, sauf en 68, où c'est un peu différent, mais dans les cas fin du XVIIIe, milieu du 19e, début du 20e, les mobilisations dispersées qui manifestent que quelque chose est en train d'émerger ont lieu avant, puis ont lieu des événements forts et fondateurs, des révolutions qui inscrivent dans l'histoire une nouvelle figure de la politique, voilà, la liberté et la République à la fin du XVIIIe, l'État-nation au milieu du XIXe, le communisme et le socialisme au début du XXe. Ouais. Et ensuite, une fois que les choses sont fondées, les mobilisations collectives s'inscrivent peu ou prou dans ces nouvelles figures de la politique qui ont été fondées, et ça se calme. C'est-à-dire qu'on trouve des moyens de mobilisation et de confrontation et d'interlocution avec les pouvoirs qui ne passent plus par l'insurrection, par les soulèvements ou par les émeutes. Normalement, ça se calme. C'est un peu différent en 68, parce qu'il y a eu quelques pays où ça s'est prolongé, je pense aux années de plomb en Italie, où des formes de violence politique ont prolongé le mouvement, et notamment le terrorisme, hein, la bande à Bader, les suites de Zeguin-Couronne au Japon. Enfin, il y a eu une petite dizaine d'années un peu difficiles par la suite. Alors là, on est un peu dans le même, on est plus que dans ce cas-là. C'est-à-dire que la première surprise que nous réservent les années post
2011, c'est que le mouvement émeutier non seulement se prolonge, mais s'élargit. Ce qui s'est un peu dessiné comme nouvelle figure de mobilisation collective avec un nouveau répertoire, un nouveau rapport à l'État, n'arrive pas à tout englober, au fond. Voilà. Les émeutes continuent, les émeutes continuent. En 2012, là vous avez le top 50, le top 20, en tout cas, on dépasse les 1800. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces statistiques. Et alors, j'ai pas fait 2014, mais je pense que 2014, on va être à peu près dans ces eaux-là. On arrive à près de 2500. Mon mode de calcul est toujours le même. Surtout, je ne l'améliore pas pour qu'il n'y ait pas qu'on puisse toujours comparer. C'est-à-dire que je fais des recherches tous les matins sur 5 mots-clés, 2 en français, 2 en anglais, 1 en espagnol, sur les Google Actualités, les 6 premières pages, et je m'arrête. Et puis, si je repère des choses, après, je m'autorise à aller chercher dans d'autres langues à partir du nom de lieu. En chinois, en hindi, en arabe, etc. Voilà, donc le processus est exactement le même. Alors, non seulement ça continue à augmenter, mais je ne sais pas si on voit bien de là où vous êtes, ça se voit bien ça se verra bien sur la caméra et sur l'enregistrement, mais c'est parfois les pays où il s'est passé quelque chose en 2011 qui connaissent le plus d'émeutes. C'est-à-dire que là, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte qui... la chute de Moubarak, pour des raisons qu'on connaît, enfin, dans un contexte qu'on connaît, les raisons, c'est plus compliqué, mais dans un contexte qu'on connaît, la chute de Moubarak n'a absolument pas pacifié la vie politique et la vie publique dans ce pays. Au contraire, c'est à peu près tous les vendredis minimum, depuis 2011, hein. Surtout depuis la chute de Morsi, avec des morts. Donc voilà une vision plus globale donc du mouvement, où on voit bien qu'il y a eu une montée au moment de 2011, et ça continue, ça reprend à partir de 2013. Bon, je ne veux pas anticiper, mais enfin je pense qu'on sera autour de 2500 à la fin 2014, avec un nombre de pays qui tourne toujours autour de 120, une certaine stagnation de la situation européenne, et une augmentation qui touche surtout l'Afrique. Vous allez mieux le voir sur ce graphique-là. Voilà. L'Europe est un vieux continent. Ça ne bouge pas beaucoup. Par contre, l'Afrique et l'Asie connaissent un nombre d'émeutes de plus en plus important. Et là aussi, tous les pays, y compris la Chine, qui est secouée de mobilisation de masse tout à fait impressionnante. Alors, ça c'est le premier constat. Ça continue. Le deuxième constat, c'est que les contextes dans lesquels ces émeutes ont lieu sont aussi mondialisés et s'identifient par quelques points, quelques contentieux particulièrement forts. Les affrontements sociaux et les émeutes les émeutes liées à des conflits salariaux, des conflits sociaux ou simplement des émeutes ouvrières sont en augmentation très forte. C'est-à-dire que les conflits sociaux qui, au cours du 19e et du 20e siècle, avaient été, notamment en Europe ou en Amérique, avaient été pris dans un dispositif d'organisation symbolique, de mobilisation contrôlée, on va dire, et négociable, se retrouvent mis dans le même contexte que tout le monde, c'est-à-dire dans une difficulté
à rentrer en négociation et dans une obligation de rentrer en conflit violent avec ceux qui justement ne veulent pas être leurs interlocuteurs. C'est vrai en Asie, mais l'augmentation la plus forte, en l'occurrence, c'est en Amérique, c'est sur le continent américain cette année. L'université, et ça c'est quelque chose qui est connu aussi ici, mais dans tous les pays, est un terrain d'affrontement, de mobilisation et d'affrontement. Là où est la jeunesse, là où se joue l'avenir du pays. Il n'y a pas d'augmentation en 2013, mais il y en a eu une forte entre 2011 et 2012. Je compte toujours les événements d'affrontement. C'est-à-dire l'unité de mesure, c'est un lieu, un jour. C'est comme ça que... Donc une partie du printemps érable est là-dedans, mais une toute petite partie, parce qu'il n'y a pas eu, Dieu merci, des affrontements tous les jours. Voilà. Donc, troisième circonstance tout à fait d'actualité, c'est la mort d'un jeune. La mort d'un jeune, quel que soit le pays, et de façon récurrente et de façon toujours aussi forte, est toujours l'occasion d'affrontements du même type, d'ampleur différente. On pourrait réfléchir à une double comparaison. Cette année, enfin ces dernières semaines, un jeune a été tué par la police dans 2 pays, entre autres, aux États-Unis, dans la banlieue de Saint-Louis, Ferguson, c'est un certain Michael Brown, et en France, là c'est une violence rurale, c'est-à-dire à la campagne, dans une mobilisation contre la construction d'un barrage. C'est Rémi Fraisse. La mobilisation aux États-Unis est particulièrement forte. Ce qui me frappe, c'est qu'elle est beaucoup plus forte qu'elle n'aurait pu l'être il y a quelques années. J'avais été frappé en 2008. Au 31 décembre 2008, un jeune a été abattu par la police dans le métro d'Auckland. La vidéo amateur avait fait 3 fois le tour de la planète, donc on savait bien les circonstances dans lesquelles il avait été abattu, de façon froidement, et ça avait donné lieu à une journée d'émeute. On était en pleine, à la fin de la campagne électorale d'Obama, dans un grand moment de mobilisation, d'espérance, de construction d'une nouvelle figure de la nation américaine. L'indignation n'avait pas été au-delà d'une journée. Et à la fin, au milieu du 2e mandat d'Obama, visiblement, l'espoir n'est pas le même. Et que, là, on se retrouve devant des mobilisations beaucoup plus fortes. À l'inverse, on ne peut être que frappé par la faible mobilisation en France. Après la mort de Rémi Fraisse, mobilisation qui ne touche guère que la génération de la victime, et peu les autres générations, les organisations syndicales, politiques, se contentent surtout de condamner la violence avec laquelle les jeunes réagissent. Donc on a des contextes nationaux qui sont différents, et des contextes historiquement nationaux qui sont différents, c'est ça que je voulais... Il n'empêche qu'on a quand même un fil rouge important. Autre trait frappant des mobilisations et des affrontements de ces dernières années, ça c'est plutôt nouveau, parce que les 3 premiers, bon, c'est quelque chose qui dure. Là c'est un peu plus nouveau, c'est la montée, vous voyez, assez impressionnante des affrontements entre les gens eux-mêmes. Les affrontements communaux, religieux, linguistiques, ethniques, culturels, mais avec des situations tout à fait dramatiques, comme par exemple en Birmanie, les Rohingyas
les musulmans birmans et réputés non birmans et sont l'objet de véritables pogroms. Donc on voit, il y a une ambiance qui est en train de monter dans le monde, qui fait que les situations de guerre civile qui prolongent en général ces affrontements communautaires ne surprennent pas beaucoup l'observateur attentif. Enfin, la confirmation de cette fin de cycle que j'indiquais tout à l'heure, les élections, réputées quand même, c'est une invention de la période moderne, être un moyen de pacifier le débat public et de trouver des formes de résolution de ce débat qui soient à la fois rationnels, objet de choix, qui soient des choix majoritaires et en même temps pas complètement définitifs, puisqu'à l'élection suivante, enfin, je ne vais pas en faire, voilà, on a quand même fonctionné là-dessus. Les élections partout dans le monde aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, sont contestées. Peuvent être l'occasion d'affrontements violents pendant la campagne électorale, au moment du vote, et après, une fois que le vote est acquis, avec accusation de fraude, etc. Ce qui va de pair avec une baisse de la participation aux élections dans de nombreux pays, sauf quand c'est obligatoire. Mais quand c'est obligatoire, on voit apparaître un grand nombre de votes blancs. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui est en train de... Il y a un décrochage qui est en train de se faire, qui se confirme à travers un indicateur, entre autres, qui est celui-là. Donc, les émeutes se maintiennent. Voilà les grands points sur lesquels, entre autres, peuvent se déclencher ces émeutes. Mais il n'y a pas que des émeutes. Nous avons assisté, depuis 2011, à des mobilisations collectives importantes qui ont parfois mobilisé le répertoire de l'émeute, mais qui ont porté de façon, avec des mots, avec des programmes, avec des revendications, avec des exigences, qui ont porté une parole collective et qui ont ou non gagné, et en tout cas se sont fait entendre dans le monde. Et ces mouvements, eux aussi, ont quelques caractéristiques transversales sur lesquelles quatre, si mes souvenirs sont bons, ce que je voulais vous dire, 4 ou 5, sur lesquels je voudrais insister, parce que vous allez voir que pour l'analyse de ce qui est en train de se passer, c'est quand même assez important. Première caractéristique, et là dans des continents complètement différents, ces mobilisations collectives qui s'inscrivent un peu plus dans la durée que l'explosion émeutière, sont ancrées dans un territoire et mobilisent un territoire. Alors, là, j'ai pris 2 exemples qui n'ont pas fait beaucoup parler d'eux en Europe, en tout cas, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est la mobilisation de la région de la Patagonie, au sud du Chili, en 2011, qui a commencé par une mobilisation contre un grand chantier de barrage hydroélectrique, le Hydroeisen, et qui s'est transformé en une mobilisation de la totalité des forces vives de la région. C'est la région entière. Les petits commerçants, les élus, les syndicats, les agriculteurs, les étudiants, ils ont bloqué les routes et ils ont tenu bon. Il y a eu des épisodes d'affrontement. Ils ont envoyé l'armée, le gouvernement central, sur la question de la maltraitance qui était faite à cette région dans son entier, qui est une région très éloignée, difficile d'accès, dont la circulation à l'intérieur de la région nécessite de passer par l'Argentine dans un certain nombre de cas, et avec, sous prétexte du grand éloignement par rapport au centre du Chili, enfin au centre politique du Chili, des prix pratiqués plus haut qu'ailleurs, etc. Donc, il y a eu une mobilisation forte et en partie victorieuse, très ancrée sur cette identité régionale. De la même façon, leur village, c'est marqué village sur la carte, c'est en Chine, hein, donc c'est quand même plusieurs centaines de milliers d'habitants. Le Wukan est une bourgade qui s'était révoltée
donc en décembre 2011, contre la corruption des dirigeants locaux et la spéculation foncière qui était faite, puisque un des thèmes de mobilisation en Chine, c'est contre les expulsions à la périphérie des grandes villes, les expulsions des paysans et pour la progression de l'urbanisation. Donc là, la mobilisation a été unanime, très forte, l'appareil extrêmement violente, je vous passe les détails, l'armée a été envoyée, parce que le gouvernement chinois, sa première réaction est toujours extrêmement violente. Après, c'est autre chose. Le village a été, enfin, la ville a été encerclée, il y a eu des morts, et au bout du compte, ils ont gagné. Ils ont gagné. C'est-à-dire que les dirigeants locaux ont été destitués, les élections ont eu lieu, et les dirigeants du mouvement ont été élus à la tête de la ville. Mais c'est une affaire qui ne se termine pas si bien que ça, puisque 2 ans plus tard, il y a eu de nouveau un mouvement à Wuhan contre la corruption des nouveaux élus. Encore, on a un problème systémique. Deuxième fil rouge de ces mobilisations, c'est la mobilisation de la population urbaine contre les politiques urbaines. Et contre des politiques urbaines qui font passer la rente foncière avant l'intérêt des populations. C'est à mon avis le point commun entre ce que vous voyez ici à l'écran, c'est-à-dire la mobilisation à Rio et à Sao Paulo, qui n'a pas attendu la Coupe du Monde, qui a commencé 1 an plus tôt, à la suite d'une politique à la fois de pacification relativement réussie, des favelas de Rio notamment, mais aussi d'évacuation. Et d'évacuation loin du centre des populations, dans un dispositif urbain où il n'y a pas de transport, du coup ils étaient à 80 km, il y avait 2 heures de transport, et du coup le prix du bus a été le déclencheur de la révolte, mais ça a duré 1 an. Et ça a duré 1 an, et à partir de cette révolte contre la façon dont la ville était gérée, dans la façon dont les habitants de la ville étaient traités, est ressortie une révolte plus large, enfin, une exigence éthique plus large quant au comportement des gouvernements, quant à la corruption des gouvernements, quant au lien qu'il pouvait y avoir entre ceux qui prenaient des décisions et ceux qui en tiraient profit. Alors ça, c'est vrai à Rio et à Sao Paulo, mais c'est bien évidemment vrai aussi à Istanbul, au printemps 2013, avec le projet du parc Gezi, à côté de la place Taksim, où vous voyez réapparaître le répertoire de l'occupation des places. Là, ça, c'est un héritage qui se maintient, et où on voit, il y a un écho conscient, enfin, entre la situation brésilienne et la situation stambouliote. Il y a un écho évident, les gens le savent, se tiennent au courant, et pas seulement stambouliote, puisque comme au Brésil, ça s'est élargi à d'autres villes au Brésil, en Turquie, c'est à peu près 95% des villes qui ont été touchées par le mouvement. Mais ils n'ont pas réussi, c'est-à-dire que ça ressort, hein, le projet d'aménagement ressort. De la même façon, cette année, et ça a recommencé il y a 15 jours, la ville de Burgos, Pays basque espagnol, est en proie à une mobilisation particulièrement violente des riverains contre le réaménagement d'une avenue dans le quartier Gamonal, qui leur fait craindre une gentrification du quartier. Ils n'en veulent pas. Et de la même façon, ça a été moins important que la mobilisation stambouliote, mais il y a eu des manifestations de soutien dans l'ensemble de l'Espagne, y compris à Madrid, sur le quartier Gamonal. Et ça a repris il y a 15 jours, hein, parce que la mairie n'a pas abandonné des projets trop lucratifs. Troisième grande caractéristique, là je vous parle de la corruption, la question de la gestion de l'argent public est devenue une question extrêmement sensible et partout dans le monde. Et
notamment la question même de la légitimité de l'impôt. On peut contester la façon dont l'argent est dépensé, mais une fois qu'on sait qu'il est dépensé comme ça, on peut aussi se demander quelle est la légitimité de demander toujours plus de contributions aux citoyens pour en faire ça. Et on a eu droit dans l'année 2013, 2014, en Europe en tout cas, à 2 mobilisations antifiscales, tout à fait étonnante et elle aussi assez nouvelle dans leurs caractéristiques. La mobilisation dite des bonnets rouges en France, vous en avez entendu parler, qui reprenait le nom et les symboles d'une manifestation antifiscale de 1675, c'est pas tout jeune, de la région du Trégor, dans le nord de la Bretagne, et la manifestation des Forconi en Italie, qui a traversé, c'est une mobilisation qui a été assez éphémère, mais qui a traversé l'Italie. Alors les bonnets rouges ont eu gain de cause. Hein. Alors on retrouve là, dans ces 2 mobilisations, des caractéristiques, une que je vous ai déjà signalée, en tout cas pour la Bretagne, des caractéristiques territoriales, comme à Eisen et comme à Wukan. C'est-à-dire ça touche. Il y a eu quelques portiques d'écotaxes, des trucs pour obtenir, pour lever l'impôt qui ont brûlé ailleurs qu'en Bretagne, mais pour l'essentiel, ils ont brûlé en Bretagne, ainsi d'ailleurs que les radars sur les autoroutes, ce qui fait qu'à la fin du mouvement des bonnets rouges, il n'y avait plus que la moitié des radars sur les autoroutes bretonnes. Ça a été assez radical. Donc il y a cette caractéristique régionale, mais dans les 2 cas, il y a une autre caractéristique, c'est-à-dire que ce sont des mobilisations qui, alors du coup, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais qui sont idéologiquement absolument non identifiables. On retrouve dans ces mobilisations les étiquettes politiques traditionnelles d'un bout à l'autre de l'éventail, de l'extrême droite à l'extrême gauche. C'est-à-dire ce qui va rassembler là n'est plus identifiable à travers, on retrouve à travers des catégorisations politiques ou sociales anciennes. On retrouvait aussi ça déjà un peu à Eisen, au Chili. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il n'y a pas que l'aspect territorial qui est commun entre les bonnets rouges et Eisen, il y a aussi ce rassemblement que d'aucuns diraient hétéroclite, mais en tout cas qui rassemble autrement que ce qu'on avait l'habitude de voir. Voilà. Et qui donne éventuellement de un sens à un autre niveau, un autre sens. En tout cas, là, il y a un sens anti-étatique assez évident. Voilà. Alors, du coup, on peut avoir des mobilisations frontales, du coup, qui à la fois vont mobiliser des cas de corruption dans la gestion urbaine, mais aussi dans la gestion en général, des mobilisations anti-fiscales. Et sur l'idée, nous avons affaire à un État corrompu, on trouve ce fil rouge de mobilisation très forte, aussi bien au Venezuela, contre Chavez, mais surtout contre son successeur, à Sofia, avec un gouvernement de gauche, héritier des communistes bulgares, ou à Maïdan, à Kiev, à place Maïdan. Et là, vous voyez bien que cette mobilisation contre l'État corrompu a, alors là, idéologiquement, est complètement traversante. Il n'y a pas... à Maïdan, vous avez l'extrême droite à côté de l'extrême droite contre l'extrême droite. En gros, hein, c'est tout à fait... À Sofia, c'était beaucoup plus compliqué encore. Alors, je vais accélérer un peu parce qu'il y a encore un des aspects importants de ces mobilisations que j'avais déjà identifié avec les émeutes, c'est que la question de l'image est totalement importante. On voit bien le répertoire fait partie du message de la mobilisation, qu'elle soit émeutière ou non. Mais le répertoire fait partie du message. Et donc la question de la maîtrise du répertoire,
de la mise en scène du répertoire et de la diffusion du répertoire fait partie du message de la mobilisation. Et tout à fait essentiel et facilité bien sûr par les moyens modernes de captation et de diffusion que sont les smartphones, etc. Alors là, j'avais des vidéos, on pourrait éventuellement y revenir, mais du coup, on a partout dans le monde des complexifications du répertoire. Le répertoire n'est plus seulement un répertoire qui dit des choses dans l'affrontement, en disant voilà, on n'est pas d'accord, on va casser, on va brûler. La question du feu est extrêmement importante, mais on va penser le répertoire, y compris en fonction de l'image qu'on va produire. La question de la façon de se présenter est une question absolument essentielle. Là, j'avais des vidéos que je ne vous montrerai pas, ça serait trop long, on pourra éventuellement en venir. Je vais aller directement à ce qui me semble, alors, y compris sur le Québec, vous connaissiez, sur le mouvement, ce qui me semble le cas limite qui a été atteint cette année par cette dimension visuelle du répertoire, c'est l'organisation de la place Maïdan à Kiev. Donc, on est dans la suite de l'occupation des places. C'est une place qui a été occupée pendant plusieurs mois, mais tout a été fait pour un répertoire visuel. C'est la première révolution en studio. Vous avez tout. Vous avez la scène qui est restée intacte, quelle que soit la dureté des affrontements, pendant tout l'hiver. La scène est là. Vous avez le son, vidéo, vous avez l'éclairage, vous avez la captation en streaming permanent sur des chaînes YouTube de télévision ukrainienne. On pouvait voir ce qui se passait sur la place Maïdan 24 heures sur 24. Et du coup, le résultat, c'est comme les conditions techniques étaient idéales, il y avait beaucoup plus de journalistes à faire de l'image et du son sur Maïdan qu'au même moment à Rio ou ailleurs. Et eux-mêmes le disaient, c'est parce qu'on faisait du meilleur matériel. On faisait de meilleures images, l'éclairage était meilleur, et ça a donné les images que vous avez, là je vais vous la montrer un petit peu, que vous avez sans doute vu, c'est qu'on était au cœur de l'action sans arrêt, quoi. Non, est-ce que ça va venir? Ça marchait tout à l'heure. Y compris l'utilisation de feux d'artifice pour améliorer la mise en scène. Quelle conclusion tirer de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut, de tout ce que je viens de vous dire, à la fois de l'année 2011, du maintien des émeutes et du répertoire et des types de mobilisation qu'on a pu observer depuis 2011, qu'est-ce qu'on peut tirer du nouvel univers politique dans lequel les mobilisations contemporaines peuvent se déployer. La première conclusion,
c'est que même dans les affrontements les plus forts avec les pouvoirs, et l'affrontement les plus forts avec les pouvoirs les plus violents, aucune de ces mobilisations, nulle part, ne s'est donnée comme stratégie de le prendre, le pouvoir. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans le cadre de mobilisations collectives qui s'inscrivent dans un calendrier, dans un agenda, dans lequel on va pouvoir, dans l'immédiat, négocier, et dans un agenda plus tard, voire régler des questions à un autre niveau à travers un programme électoral qu'on va pouvoir réaliser. Dans la subjectivité de ceux qui sont là mobilisés, de ceux qu'on a vus là, et de ceux qui organisent les choses, mais je n'ai pas dit qu'ils les dirigent, parce que justement, comme on n'est pas dans une stratégie de pouvoir, il n'y en a pas, dans cette subjectivité-là, il n'y a pas... On exige des choses de l'État. La question de l'État n'est pas indifférente. La question de qui dirige l'État, sur quel principe, c'est pas indifférent. Mais c'est pas là qu'on va régler les questions. Donc c'est dégage. Dégage. Mais on n'est pas candidat à la succession. D'où un certain nombre de questions compliquées, parce que forcément la succession elle est assurée. Donc il y a d'autres gens qui prennent leur place, dont on n'est pas forcément plus content que les précédents. Donc Moubarak dégage, Morsi dégage. Pareil. C'est très important parce que ça modifie complètement les modes d'organisation. Ça modifie complètement la façon dont on s'inscrit ou non dans la durée. Il y a moins l'obligation de s'inscrire dans la durée quand on n'est pas dans une stratégie de pouvoir. Il y a moins l'obligation d'avoir des représentants. Mais la question de la représentation, je vais terminer par là, ou presque, parce qu'il n'y a plus de représentants, il n'y a plus de porte-parole. C'est assez déroutant pour des gens, ma génération particulièrement, qui ont complètement grandi, milité, pensé dans cette culture stratégique. C'est assez déroutant. Alors, il y a, je l'ai dit au début, et ça se confirme, du coup il y a la question de la représentation. L'État ne nous représente pas, et le problème c'est pas qu'il nous représente. Donc il y a quelque chose qui s'est coupé là. On ne cherche pas à se faire représenter dans l'État. Alors comment on fait? Si on ne se fait pas représenter, il faut au minimum se présenter. Donc la question de la présentation du peuple et de sa force et de sa puissance est une question absolument essentielle face à l'État. Ça, c'est à mon avis un des points essentiels de la subjectivité de ce mouvement des places. Enfin, c'est une face. On est là, on est 99%, mais c'est pas 99% au travers d'un député qu'on va élire. On est 99%, on est là. On se montre. Et si on ne peut pas se montrer pendant des mois et des mois, parce qu'à un moment donné, une occupation de place, que ce soit à Hong Kong, parce que je n'en ai pas parlé, mais c'était la même chose, hein, ou à Tahrir, on va pouvoir continuer à le présenter à travers les images qu'on a faites, et à travers une façon de s'organiser. Et on se présente et on constitue l'acteur. Il n'y a pas non plus de sujet prédéterminé. Il n'y a pas de sujet collectif prédéterminé. Le sujet collectif, il se constitue là. Il n'y a pas de parole collective prédéterminée. La parole collective, elle se constitue là. Ces places sont aussi des lieux de forum, vous savez, on a tous plus ou moins participé. C'est là où se construit du commun. Et s'il faut à un moment donné porter une parole collective, ça sera éventuellement par tirage au sort, ou ça sera de façon intermittente, ou juste le temps du mouvement. Il y en a qui ont démissionné de leur fonction après la fin des mouvements étudiants, par exemple, pour faire autre chose. Par exemple. Donc, pas de rapport à l'État, c'est donc un autre rapport au temps stratégique, un autre rapport à l'organisation. Pas de rapport stratégique, c'est un autre rapport au collectif et au commun. Et donc la question du commun, de quel est le nous qui s'exprime là, est une question absolument essentielle et qui reste ouverte depuis 2011. Alors on le sait en 2011 et 2012, grands mouvements qui ont eu lieu,
ce commun qui a fini par s'exprimer, le nous qui s'est exprimé est un nous national. Non pas, c'est pas le drapeau rouge, c'est pas le drapeau vert. Hein, c'est le drapeau tunisien, le drapeau égyptien, le drapeau sénégalais que j'ai vu, c'est le drapeau québécois. C'est ça qui va à un moment donné rallier. Mais c'est un nous national qui se construit dans le mouvement lui-même. Et qui ne se construit pas dans un rapport avec la modernité politique dont nous sortons, à mon avis. La modernité politique s'est fondée dans un rapport étroit entre le peuple et l'État. Le peuple, c'est celui qui détient la souveraineté qu'il va déléguer à l'État. En science politique classique, c'est comme ça que ça fonctionne, qu'on essaye de le penser. Et les partis politiques jouent le rôle d'intermédiaire entre la diversité du peuple, qu'il faut représenter, et l'unicité de l'État, qui à un moment donné doit pouvoir agir. Donc cette représentation du peuple dans l'État fait que l'État ne peut pas se penser sans le peuple, et le peuple ne peut pas se penser sans l'État. Or aujourd'hui, nous avons affaire à des États, dans la mondialisation, qui peuvent se penser sans les peuples. Alors, en tout cas, qui rendent des comptes à d'autres instances qu'aux instances populaires, avec lesquelles ils ont toujours des ennuis d'ailleurs, parce que comme l'essentiel des décisions prises sont prises en fonction d'autres logiques que simplement les logiques électorales, ça a des effets électoraux, mais ce sont les grandes logiques financières qui déterminent aujourd'hui les décisions des États, quel que soit... On est au Québec depuis 4 jours, en écoutant les informations, on n'est pas dépaysé. Hein. Vous avez un parti libéral au pouvoir, nous c'est les socialistes. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Donc si l'État peut se constituer et continuer à exister, il ne disparaît pas l'État national, mais en dehors de son assise populaire, il peut, c'est toujours assez difficile pour lui, donc il essaye toujours de retrouver des liens, notamment par des processus de démocratie participative. Il y a une sorte de recherche du peuple quand même, de l'assentiment populaire. Mais la question se pose du côté du peuple. Le nous populaire, il se constitue comment? S'il ne se constitue pas dans l'idée qui va être représentée dans l'État. Alors il se constitue dans la rue, mais avec des enjeux extrêmement variables, parce que le nous national, ça peut être un nous national sur un intérêt commun ouvert qui rassemble tout le monde, mais ça peut être un nous national, le nous national des Ukrainiens, c'est pas du tout la même chose. Hein. Le nous national des Ukrainiens qui a gagné à Kiev, c'est l'engagement dans une guerre civile avec les russophones. Donc là on est devant quelque chose de complètement ouvert, mais qui à mon sens, est... là, évidemment, merci le peuple, merci Facebook, mais quel peuple? Alors, ça c'est en Tunisie, hein, janvier 2011, le slogan en haut. C'est un des pays qui peut-être réussit à fonder autre chose. Voilà. Donc, pour terminer, ça tombe pas. La vraie question, peut-être, le non-dit de toute cette affaire, c'est, et que l'on voit bien, qu'on sent bien à travers les débats politiques aujourd'hui sur la question de la crise, la dette, etc. La vraie question, c'est que pour constituer un nous, il faut que ça soit un nous qui s'inscrive dans un futur, un nous qui regarde l'avenir. C'est pas par hasard que les mobilisations sont pour l'essentiel le fait de générations qui ne sont plus la mienne, plus jeunes. Et la question du futur, la question du temps, est une question extrêmement douloureuse. Douloureuse aujourd'hui. On est sans arrêt à ne penser le temps dans les débats publics qu'à travers, on essaye d'éviter les catastrophes. Mais où sont passées les projections dans le progrès économique, le progrès scientifique, le progrès démocratique? Voilà, la question du futur. Et éviter les catastrophes, c'est pas ouvrir impossible. Donc, c'est la question à la fois du temps et la question du possible. Donc, et il me semble que cette question-là est une question essentielle, à la fois pour les mobilisations. Je pense que la question du possible, c'est un des objets des grands débats qui sont sur ces grandes places. Mais c'est aussi une question pour des chercheurs. Pour ça, je voulais terminer par là, je suis extrêmement sensible au raisonnement développé dans son dernier livre par Arjuna Padurai,
sur la question du temps. Et au fond, le futur, nous sommes sortis de la modernité, nous sommes dans un nouveau régime d'historicité, comme dirait Hartog, on est dans le présent. C'est-à-dire qu'on ne pense plus le présent comme quelque chose qui vient du passé et qui prépare le futur, on est dans un présent sur lequel pèse le passé et qui essaye d'éviter de rester dans le passé. Enfin, donc comment sortir de là? Cette question-là est une question qui mérite qu'on enquête dessus. Les visions du temps et les visions du futur, c'est un objet d'anthropologie. La question du possible, la question du temps, la question du futur, c'est un objet d'anthropologie, c'est ce qu'il propose dans son dernier bouquin. Et l'endroit où il propose d'aller enquêter, j'y suis aussi extrêmement sensible, parce qu'il dit au fond il y a des lieux pour ça. Il y a des lieux particulièrement riches à travailler pour voir comment peut naître une nouvelle vision du temps, une nouvelle vision du futur, une nouvelle vision du possible. Pour lui, c'est les bidonvilles de Mumbai. Je pense que les cités populaires en France ou la banlieue de Dakar, ça peut l'être aussi. Voilà. Merci. Pour aujourd'hui.